Ils ne comprennent que la force, sur la journée de la jupe, par Mona Chollet, avril 2009. Il en dit des choses ce film par sa seule palette de couleurs. Prenez l'une des images que l'on a vues partout, Sonia Bergerac, la prof de français interprétée par Isabelle Adjani, coincée contre un mur par l'un de ses élèves, un grand noir prénommé Mousse. Le teint diaphane, ses yeux bleus remplis à la fois de défi et de désarroi. Elle porte un chemisier d'une blancheur éclatante, tandis que son agresseur est engoncé dans un blouson d'un noir brillant, avec un col de fourrure sombre. Tout au long du film, Madame Bergerac fait ainsi une tache lumineuse, symbole de pureté, de fragilité, d'innocence et de blancheur, au milieu de ses élèves basanés. Ceux qui ont vu le film savent que dans cette scène, Mousse menace Sonia Bergerac de viol. En des termes exquis qui plus est, il lui montre qu'il connaît son adresse, 22 boulevard de Bréville, 4e étage droite, et il ajoute « T'as une idée de ce que ça te fera de sentir deux bites te ramoner en même temps, salope ?» Du moins, c'est ce qu'on lit dans le scénario dont nous avons pu voir une copie. C'est la version sobre, car dans le film, Mousse ajoute cette délicate incise « deux belles bites de bambou là », juste au cas où la dimension raciale de la chose n'aurait pas été assez évidente. Sur le plateau régnait apparemment une folle ébullition créative. Quelques minutes plus tard, quand la prof braque sa classe, avec l'arme qu'elle a découverte dans le sac de Mousse, le scénario voulait qu'elle crie « Maintenant, vous allez me dire qui m'avait lancé les gommes sur la tête le premier jour. » Mais, au moment du tournage, le réalisateur a dû juger qu'à la réflexion, cette histoire de gommes c'était un peu léger, si bien que, dans le film, Madame Bergerac crie plutôt « Vous allez me dire qui me laisse des mots dégueulasses dans mon casier. » Chacun ses traditions, pendant que le nègre se propose de violer la femme blanche, le policier du raid, interprété par Denis Podalides Labouret, a des peines de cœur. Bergerac, Labouret, Béchet, c'est fou comme dans ce film, les vrais Français ont des noms qui fleurent bon la vraie France. Entre deux séances de négociations, il se carapate dans un couloir désert pour appeler sa femme qui vient de le quitter et la supplier de revenir. Salaud d'immigrés qui nous empêche de vaquer tranquillement à nos marivaudages séculaires. On sait que, pour donner un retentissement maximal à chacun de ses grands retours au cinéma qu'elle effectue à intervalles réguliers depuis une vingtaine d'années, Isabelle Adjani aime y adjoindre son ralliement spectaculaire à l'une des grandes causes du moment. En recevant son César pour Camille Claudel en 1989, elle avait lu sur scène un extrait des versets sataniques de Salman Rushdie. En 2005, toujours au César, voulant réclamer la libération d'Ingrid Betancourt, elle avait réclamé par erreur celle de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt, à la vue surprise de l'assistance, qui croyait la femme la plus riche du monde en sécurité dans sa résidence de Neuilly-sur-Seine. Avec La journée de la jupe, le film dérangeant et sans tabou qui va à contre-courant de la bien-pensance politiquement correcte, au point que les médias, dans leur pitoyable frilosité, ne lui ont consacré que quelques petites dizaines d'articles dithyrambiques. Le rôle et la grande cause se confondent. Sous la menace de son arme, Sonia Bergerac inflige à ses élèves interloqués un long monologue, telle une actrice qui part en vrille et tient la jambe à son auditoire lors d'une cérémonie de remise de récompense. Cette fois, la grande cause consiste à parachever en toute bonne conscience la diabolisation déjà bien avancée du jeune de banlieue. Le scénariste et réalisateur du film, Jean-Paul Lilienfeld, déclare dans un entretien à Primo Europe, un site obsédé par le péril islamique et dont il est l'invité, après Yvan Rioufol, Pierre-André Taguieff, Éric Marty et la moitié de l'équipe de Charlie Hebdo. Je pense que ces ados sont victimes d'une double discrimination sociale et raciale, et tout ce qui peut être fait d'efficace pour supprimer le racisme et la pauvreté aura mon approbation, mais être une victime n'empêche pas d'être un bourreau. Sauf que, à l'évidence, comme beaucoup de ses concitoyens, le côté bourreau le passionne nettement plus que le côté victime, qui représente pourtant une réalité incomparablement plus massive, à moins de prétendre que chaque adolescent noir ou arabe de banlieue se balade avec les images d'un viol sur son téléphone portable et un flingue dans son sac, ce que l'opinion hystérique à ce stade n'est sans doute pas très loin de croire. Quand, dans La journée de la jupe, le côté victime est évoqué, c'est toujours pour le décrédibiliser, pour le montrer comme une escroquerie. Ainsi, lorsque dans l'attroupement qui s'est formé devant le collège à l'annonce de la prise d'otage, une mère arabe se plaint du racisme aux journalistes, les gens y sont racistes, un commerçant asiatique intervient aussitôt pour clamer dans son sabir pittoresque que c'est son fils à elle qui est raciste. C'est pas eux vouloir de nous, moi j'ai pris le café tabac 3 fois tout cassé, son fils dans la bande, pas nous racistes et faire partir tous les autres, eux rien faire et jaloux de nous, mais moi travailler.
Et oui, les Arabes sont des feignants et des délinquants. Ce n'est pas du racisme, c'est ce brave jaune qui l'affirme. Le machisme, l'islam, l'antisémitisme les tourmentent. Fidèle adaptation au cinéma des territoires perdus de la République, la journée de la jupe aligne avec soin tous les clichés que la féroce propagande de ces dernières années a installés dans les têtes comme autant d'évidence. Les personnages n'ont aucune épaisseur propre, aucune individualité, ils sont là pour incarner des stéréotypes. Ainsi quand le jeune Carib, celui qui a saccagé le café tabac de l'Asiatique, s'assied sur une chaise qui se brise soudain en deux, cet incident n'a lieu que pour lui permettre de lui faire dire « c'est quoi cette chaise de feuge ?» et pour permettre à Sonia Bergerac de lui ordonner élégamment, le braquant avec son arme « répète après moi, paie la merde. En France, l'injure raciste est punie par la loi. » Le garçon finit par s'exécuter, orgasme collectif dans la salle de cinéma. Ce film à thèse, lourdement idéologique, est aussi l'occasion de régler leur compte à toutes ces endives molles d'enseignants de gauche, relativistes, démissionnaires et démagogiques. Comprenez à tous ceux qui ne voient pas dans leurs élèves une horde de barbares malfaisants. Ils sont ici caricaturés de manière si grotesque que c'est surtout le scénario qui se ridiculise. Il y a le prof qui se balade toujours avec le Coran dans son cartable. Comme ça, je gagne leur respect en m'intéressant à leur culture. Celui qui porte des pantalons baggy et parle verlan, expliquant qu'il s'entend très bien avec ses élèves car il kiffe les mêmes musiques, et qui s'étant fait casser la gueule, refuse qu'on dise qu'il s'est fait agresser. On discutait, on s'est pas compris, c'est tout. Il s'indigne qu'on lui suggère de porter plainte. Vous voulez que je porte plainte contre un cri de détresse? Non seulement les collègues et le proviseur de Sonia sont des imbéciles masochistes, mais ils se sentent odieux en accablant la jeune femme sans craindre de tirer sur l'ambulance. Ils affirment qu'elle est limite raciste, islamophobe, et que, refusant de tenir compte du contexte, elle s'obstine à porter des jupes qui sont un appel au viol. Ils sont tous dans leur physique quelque chose de mou, d'empâté, quelque chose d'efféminé pour tout dire. Au fond, ce sont des couards qui se défilent devant l'envahisseur. L'amie de Sonia, seule prof à prendre sa défense, leur lance d'ailleurs. Elle est peut-être en jupe, mais elle baisse pas son front elle. En France, ce dont la somme a besoin, ce dont la France a besoin, c'est de vrais hommes qui ne baissent pas leur froc et de vraies femmes qui portent des jupes et des talons. Chacun dans son rôle, les vaches seront bien gardées et les mahométans n'auront qu'à bien se tenir. Un physique mou, un discours inconscient et angéliste jusqu'à la bêtise face au péril qui menace la communauté nationale. C'est aussi comme cela que sont représentés les défenseurs des droits de l'homme dans 24 heures chrono, la série américaine réactionnaire mettant en scène un agent du contre-terrorisme, Jack Bauer. On se souvient notamment, dans la 4e saison, de l'avocat d'une ONG hypocritement baptisée Amnesty Global, engagé par un terroriste arabe pour obtenir sa remise en liberté afin qu'il puisse accomplir son sinistre dessein. Par comparaison, cette femmelette d'avocats faisait admirablement ressortir la virilité et la lucidité de Bauer, dont il contrariait la mission avec son obstination procédurière et butée. Tout était mis en œuvre pour que le téléspectateur, à qui on avait auparavant montré en long en large à quel point le terroriste était odieux et prêt à tout et qui partageait donc avec le héros la conscience de la gravité et de l'urgence de la situation, et envie de le massacrer de ses propres mains. À la réflexion, la journée de la jupe présente de nombreux points communs avec 24 heures. Dans la 7e saison de la série actuellement en cours de diffusion aux États-Unis, le président est une présidente, Alison Taylor. Et comme Sonia Bergerac, elle symbolise la femme libérée, orgueil de l'Occident, et se bat comme une lionne pour préserver les valeurs de son pays qui est, dit-elle, un pilier du bien dans le monde. Comme Sonia Bergerac, tabassée par Mousse, la présidente Taylor se fait gifler par un colosse noir déloyal qui ne respecte rien. Il s'agit d'un dictateur africain génocidaire à la tête d'un pays appelé le Sangala, qui s'est introduit avec des hommes en armes dans la Maison Blanche et projette de l'assassiner. Les deux productions partagent aussi une vision du monde totalement fantasmatique et un brin paranoïaque. Dans 24 heures, au bout de 6 saisons, l'Amérique, à force de s'attirer, lire des méchants par ses excès de vertu. Et oui, ça leur donne des complexes assez bons à rien. L'Amérique est un pays martyr. En quelques années, des terroristes ont successivement tenté de larguer une bombe nucléaire sur Los Angeles, répandu un virus mortel dans plusieurs villes, perpétré des séries d'attentats suicides, tué 12 000 personnes dans une explosion atomique. Bref, le 11 septembre, toutes les semaines ou presque. La journée de la jupe révèle des angoisses équivalentes, ainsi qu'une complaisance à se dépeindre en victime assez savoureuse, venant de quelqu'un qui dénonce le discours victimaire. Alors que dans la vraie vie, l'opinion française est chauffée à blanc depuis environ 6 ans sur l'horreur de la condition des femmes en banlieue,
et la barbarie des arabo-musulmans ici ou ailleurs, Sonia Bergerac, incomprise, vilipendée, lâchée par tout le monde, semble être la seule à avoir conscience du danger que représentent ces enragés d'élèves. Le pays est paralysé par le politiquement correct. Les gauchistes tirent toutes les ficelles. Au moment dans le collège, on aperçoit un panneau syndical, tapissé d'affiches de la Confédération nationale du travail, comme si l'organisation anarchiste était hégémonique au sein de l'éducation nationale. Dans le scénario, on trouve même une séquence dans laquelle un journaliste de télévision interroge devant les grilles du collège un sociologue, dont il présente le livre comme passionnant et qui invoque la responsabilité de la barbarie néolibérale dans le drame en cours. Quelqu'un a dû suggérer à Jean-Paul Lilienfeld de brider un chouïa son imagination, car la scène, sauf endormissement passager de ma part, ne figure pas dans le film. À la fin, Sonia Bergerac est portée en terre par 3 pelés et un tondu, dont quelques-uns de ses élèves qui jurent de reprendre le flambeau de son juste combat solitaire. Pour l'attester, les filles sont venues en jupe et la caméra, en un plan émouvant, s'attarde sur leurs mollets. Dans la vraie vie, combien on parie qu'une Sonia Bergerac aurait des funérailles nationales? Un ressort dramatique très banal veut qu'à force de charger le personnage du méchant, de souligner la noirceur irrémédiable de son âme et son sadisme sans borne, on amène le spectateur à souhaiter ardemment qu'il soit mis hors d'état de nuire par quelque moyen que ce soit. Un ressort que les propagandistes transposent dans la réalité avec une facilité désolante, exploitant l'appétit des sociétés humaines pour un ennemi à craindre et à haïr. Ainsi, dans la journée de la jupe, une fois qu'il a été bien établi que Mousse et ses camarades sont des bêtes sauvages, et que cette pauvre Bergerac est à bout, rappelez-vous, il lui laisse des mots dégueulasses dans son casier, elle a carte blanche, elle peut les traiter de connards, de crétins, de pelle à merde, ce qui témoigne d'une créativité lexicale au moins aussi grande que celle qu'elle leur reproche. Elle peut leur tirer dessus, leur donner des coups de boule, avant de sautiller à travers la classe en chantant « Zidane il a marqué, Zidane il a marqué ». Elle peut les tenir en joue, en les suppliant de ne pas se considérer comme des victimes, les humilier en tournant en dérision leur rodomontante sexuelle, demander qui est vierge, qui ne l'est pas, parodier la Starac en leur faisant noter le nom de l'un de leurs camarades sur une feuille tout en entretenant un mystère pervers sur leur sort qu'elle réserve aux gagnants. Dans le prologue du film, elle sanglote « Je ne voulais pas, j'ai pas choisi. Je me suis retrouvé avec une arme dans la main pour me défendre. » Je n'ai fait que me défendre, j'avais les meilleures intentions du monde, mais ils ne veulent rien savoir, ils ne comprennent que la force. L'archétype du discours colonial, qui semble connaître un grand retour aux vogues en ce moment, dans des contextes divers. Dans un entretien à Afrique.com, Jean-Paul Lilienfeld se justifie. À vouloir se voiler la face, on laisse le terrain libre à ceux qui font un état des lieux et qui apportent des solutions racistes. C'est comme ça que Le Pen a eu la parole. Quand il a parlé des problèmes de l'immigration, tout le monde a dit qu'il n'existait pas parce que ça venait de lui. Pendant ce temps, le terrain était libre pour le Front National et ses théories racistes. Si des gens qui étaient du bon côté de la force, des humanistes, quelles que soient leurs opinions politiques, s'étaient emparés du problème, le terrain n'aurait pas été libre pour Jean-Marie Le Pen. Le hic, c'est que son film n'en apporte aucune de solution. Loin de véhiculer un quelconque propos politique, comme certains se hasardent à l'affirmer en prétendant qu'il dénonce les cités ghettos, ou d'offrir la moindre perspective, il ne fait que stigmatiser un peu plus les enfants issus de l'immigration noire et arabe, et autoriser à leur égard un déchaînement de haine effarant. Le seul gain politique d'un tel film, c'est que ce sont les humanistes et plus seulement l'extrême droite qui clament que l'immigration est la source de tous les maux de la société. Faut-il vraiment considérer ça comme un gain? On a comme un doute. Les humanistes en tout cas ont répondu présent. Sur Riposte Laïque, un autre site obsédé par la prétendue islamisation de la France, où toute l'équipe délire d'enthousiasme à propos du film, l'enseignante Christine Tassin en a au moins une à proposer de solution. Dans un billet en vidéo, elle relève l'une des répliques du principal, interprétée par Jackie Berroyer, qui lance pour justifier le fait qu'il ne renvoie pas un caïd comme Mousse. Jusqu'à 16 ans, c'est les vases communicants, on se les refile d'établissement en établissement, alors je préfère savoir à quel taré j'ai affaire. Rebondissant sur ce propos, elle déplore. Les collèges ne peuvent pas se débarrasser des gens qui posent problème. Ils sont contraints de les garder, tout ça parce que des pédagogues, des politiques, des bobos compassionnels ont voulu rendre l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est facile finalement de régler les problèmes de l'école. Après les filles voilées, dehors les grands noirs qui font peur, en voilà un beau projet républicain ambitieux et progressiste. Déchaînement de haine, disions-nous. Sur Riposte Laïque toujours, Anne Zelensky affirme ainsi sous le titre « Une jupe en forme de bombe »
résume ainsi sous le titre Une jupe en forme de bombe le sujet du film. Comment une jeune prof de banlieue, Sonia, humiliée, harcelée, traquée quotidiennement par sa bande de salopards d'élèves, d'autant plus qu'elle ose porter la jupe, retourne la situation. Comment, sous la menace d'un revolver, tombée du sac de l'un d'eux qu'elle subtilise, elle va tenir en main ce ramassis de hors-la-loi, comment elle va leur apprendre de force ce qu'est justement la loi, la laïcité, le respect, le vrai, pas celui de leur code mafieux. Comment elle va leur imposer de répéter avec elle le vrai nom de Molière, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Un vrai bonheur de voir à terre cette engeance dont le must est Mousse, le détenteur du revolver. Un black qui ne sait qu'éructer des immondices, qui fait régner la terreur, qui filme des viols collectifs sur son portable, qui n'hésite pas, après avoir piégé la prof, à se jeter sur elle et à la tabasser à mort. Bande de salopards, ramassis de hors-la-loi, engeance, tant d'humanisme d'un coup c'est à vous donner le vertige. On frémit à la pensée qu'au lieu de s'emparer de la question, Jean-Paul Lilienfeld aurait pu laisser à nouveau le terrain libre à des idées extrêmes. Pour achever ce feu d'artifice, Riposte laïque consacre encore à la journée de la jupe un éditorial intitulé « Le film qui pulvérise l'islamiquement correct », dans lequel il se félicite de ce que le film ne fasse aucune impasse sur la dénonciation de l'islamisation qui pourrit notre société. Ah oui, on ne vous l'avait pas dit, ce que le film démontre, c'est la dangerosité de l'islam. Tout ça parce que les élèves s'envoient à la figure quelques vagues références à la religion. Bergerac elle-même établit assez rapidement qu'ils n'y connaissent que dalle, qu'ils font les malins, mais qu'importe. De fins limiers de critiques ont décelé dans tout ça la très nette influence des imams radicaux. De toute façon, les gosses lancent parfois quelques mots d'arabe, ce qui est à soi seul une preuve flagrante d'intégrisme. Pour achever de tirer des larmes d'émotion à Alain Finkielkraut, Sonia Bergerac reproche aussi à ses élèves leur goût pour le people et la starac. Encore un particularisme rétrograde imposé à la France des Lumières par l'immigration musulmane, chacun sachant que les ulémas se déchirent actuellement pour tenter de déterminer si le prophète aurait voté plutôt pour Alice ou pour Michael. Jean-Paul Lilienfeld partage en tout cas les convictions de Finkielkraut en matière de pédagogie. Quand on lui demande ce qu'il préconise, il répond sur afrique.com « Remettre le professeur au centre de l'école, pas l'élève. Celui qui sait est là pour transmettre son savoir. » Globalement, dans le film comme dans sa réception, c'est un vaste n'importe quoi, la grande braderie de l'amalgame fumeux. Dans le film, l'élève qui prend le parti de Madame Bergerac, Nawel, intervient pour la défendre parce qu'elle est, dit-elle, une rescapée des massacres en Algérie, que sa mère a été tuée et qu'elle ne laissera plus jamais faire ça à une femme. Ce qui confirme la présence du schéma algérien dans la lecture que beaucoup font de la réalité française. Dans l'entretien à Primo Europe, Jean-Paul Lilienfeld professe d'ailleurs son admiration pour l'inénarrable Mohamed Sifawi. Sur RCJ, le 23 mars, Alain Finkielkraut, l'homme que préoccupe si fort le nombre de jeunes noirs dans l'équipe de France de foot, qualifie le film d'événement historique et dit vouloir opposer à l'esprit de Durban l'esprit de la journée de la jupe. Sur Vive le feu, Sébastien Fontenelle persifle. Leçon numéro 1. Pour éviter tout débordement raciste en Afrique du Sud, rien ne vaut le braquage d'un collégien de la Seine-Saint-Denis. Finkielkraut s'émerveille aussi de ce que l'héroïne n'ait jamais voulu révéler à ses élèves qu'elle était elle-même d'origine arabe, car nous sommes dans une école laïque. C'est aussi l'interprétation de Natacha Polony qui, dans Marianne, explique cette discrétion par le fait que, pour la prof, la laïcité n'est pas négociable. Renversant, quoi, le fait d'avoir des origines arabes est-il incompatible avec la laïcité? Dans ce cas, comment ceux qui, contrairement à Isabelle Adjani, ne peuvent dissimuler leurs origines, sont-ils censés faire pour respecter la laïcité? Ce que dit la journée de la jupe, c'est que le bon enfant d'immigré, c'est celui qui, comme Sonia Bergerac, se fond dans le paysage de la deuxième génération, sans modifier en rien le visage de la société. Il semblerait que plus les moyens alloués à l'école diminuent, plus les inégalités se creusent, plus la violence sociale augmente, plus on voit s'intensifier le regard scrutateur et malveillant que pose la société sur les élèves qui en pâtissent le plus. Dans un entretien en 2003, la psychiatre Marie-Rose Moreau, responsable de la consultation transculturelle à l'hôpital Avicenne de Bobigny, disait à quel point, lors des premières affaires de voile survenues dans les écoles, les interventions fracassantes de Finkielkraut et consorts hurlant à un nouveau Munich, dès qu'ils avaient vu poindre le bout d'un foulard, avaient eu un effet désastreux.
Les intellectuels les plus en vue sont intervenus à grand bruit pour dire qu'il fallait se montrer très ferme, alors qu'il aurait fallu au contraire régler les choses tranquillement, négocier, parler, sortir de la confrontation. Ce n'est que comme cela qu'on peut dénouer ces situations. À force d'attribuer les moindres faits et gestes de ces élèves à leurs origines, on en oublie qu'ils sont avant tout des adolescents, c'est-à-dire des individus immatures, irréfléchis, qui dans quelques années n'auront plus rien de commun avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Au lieu de figer leur état présent, en leur braquant des projecteurs médiatiques en pleine face, au lieu d'en faire les méchants du film et de les abreuver d'injures, il ferait mieux de les raccorder un droit à l'oubli, de leur donner les moyens d'évoluer le mieux possible, et de donner aux adultes qui les entourent les moyens de les y aider. Il n'est pas certain que les professeurs qui, par désarroi, encouragent la diabolisation de leurs élèves fassent le bon calcul. Bien plus qu'une culture ou une religion en tant que telle, ce qui influe sur la marge de manœuvre dont disposent les femmes, c'est la pression externe plus ou moins forte qu'une communauté sans peser plus sur elle, à tort ou à raison. Plus cette pression sera faible, moins elle éprouvera le besoin de se crisper, de se replier sur elle-même, de figer ses traditions, et moins les femmes risqueront de devoir affronter des conflits de loyauté. Accroître la stigmatisation d'une communauté en l'accusant d'opprimer les femmes, c'est alimenter ce qu'on dénonce, nourrir un cercle vicieux. Le combat féministe doit être global, il ne doit pas accabler certaines communautés, voire servir de simple prétexte à un racisme vertueux et en disculper d'autres. Il n'est d'ailleurs pas innocent que la journée de la jupe réclame, non pas que les femmes aient le droit de s'habiller comme elles veulent, avec un string, un voile, une toile de rideau, un costume de Zorro, mais bien qu'elles s'habillent en jupe. Ayant eu amplement l'occasion de constater en voyant son film que Jean-Paul Lilienfeld perçoit sa propre communauté, celle des Français blancs pour aller vite, comme assiégée et menacée, peut se demander s'il ne cherche pas lui aussi à se rassurer, en se raccrochant à une image des femmes telles qu'il les connaît.